Je m'appelle Roman Sarrazin-Gendron, je suis candidat au doctorat à l'Université McGill et je suis affilié à l'UQAM aussi. Et je voulais parler aujourd'hui d'une ressource qui est peut-être un petit peu insoupçonnée au niveau énergétique, c'est-à-dire le jeu vidéo. Donc, si on se place un petit peu dans la perspective où on est d'un point de vue scientifique, c'est que depuis les années 70-80, on a développé de plus en plus d'outils technologiques qui nous permettent de collecter des données. Évidemment, ça va de tout ce qui est astronomique à tout ce qui est médical. Ça peut être des scanners, ça peut être des appareils pour séquencer l'ADN de microbes ou de bactéries. Ça peut être des appareils technologiques comme des téléphones cellulaires. Ça store plein de données. Ça peut être des rapports de bugs pour différentes applications. Ça peut être des informations démographiques sur les gens. Et on collecte de plus en plus de données depuis 50 ans. Et dans plein de domaines, la quantité de données qu'on a depuis longtemps largement excédé la capacité des scientifiques à explorer ces données-là. C'est-à-dire que, par exemple, en biologie, depuis qu'on a été capable de séquencer le génome humain au début des années 2000, on n'est plus capable de suivre la quantité de données de séquençage qui sont générées. Le résultat de ça, c'est que on continue aujourd'hui, 20 ans plus tard, à accumuler des données dont on sait que c'est impossible de les analyser à la main en laboratoire. En pratique, on sait que ce n'est pas toutes les données qui nécessitent d'être analysées à la main, ce qui veut dire que si on était capable de filtrer un petit peu et de déterminer qu'est-ce qui mérite le plus notre attention, on pourrait au moins sélectionner les meilleures données sur lesquelles utiliser les ressources qu'on a. À cette fin, il y a ce qu'on appelle les outils d'intelligence artificielle qui vont pouvoir jouer ce rôle-là. Et on a vu dans plein de domaines récemment une explosion de l'intelligence artificielle ou de l'IA, que ce soit ChatGPT, qui est un chatbot de conversation, Midjourney, qui fait de la synthèse d'images, ou AlphaFold, qui fait du repliement de protéines. Il y a des domaines où l'intelligence artificielle a vraiment réussi à percer comme outil pour faire face à notre déficit de capacité à affronter les grandes piles de données accumulées. L'IA, pour que ça fonctionne, il y a quand même des conditions nécessaires, c'est-à-dire que ce n'est pas un outil magique, même si c'est très puissant. Il faut l'appliquer à des problèmes où il y a un objectif clair et bien défini, où les objectifs et les règles ne vont pas changer constamment. Si possible, il nous faut beaucoup de données et si possible qu'elles soient équilibrées et qu'elles soient bien annotées. C'est-à-dire que si, par exemple, on veut entraîner une IA à identifier un arbre sur une image, il nous faut des images et il faut qu'on sache sur une image s'il y a un arbre ou non. Et il faut que l'objectif pour un même modèle, ça soit d'identifier des arbres. Si on prend un modèle qu'on a entraîné à reconnaître des arbres et qu'on lui demande de reconnaître un saumon, il va beaucoup avoir de difficultés, même si ce n'est pas un problème qui en soi est difficile. Récemment, avec les nouvelles IA, on a aussi été capable de faire de l'apprentissage par transfert pour identifier des images qui correspondent à des photos. Donc, par exemple, ici, si on travaille avec l'image suivante, qui est une image de l'Amazonie ou du biome amazonien ou de la jungle, on voit des animaux, il y a des perroquets, il y a un guépard, il y a une espèce d'aigle, il y a un serpent. Quand on regarde ça, je pense qu'on a une bonne idée de ce que c'est. Et de manière similaire, si on interroge une IA et qu'on lui demande « est-ce qu'il y a un arbre sur cette image-là », c'est pas une question qui est très difficile à résoudre au niveau de l'IA. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des images d'arbres, on va entraîner un modèle, on va faire une validation, on va mettre le modèle à jour et on va être en mesure de faire une prédiction. Et c'est aujourd'hui un problème qui est résolu à peu près à 99%. C'est très facile. Mais si, moi, ce dont j'ai besoin, au lieu d'identifier s'il y a un arbre ou pas, c'est de déterminer ce que l'image représente. Si la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Qu'est-ce que ça représente? Là, c'est plus compliqué parce que si j'interprète cette question-là comme qu'est-ce qu'on voit sur l'image égale la liste de
tous les animaux et les végétaux qu'on peut voir, ben ça, encore une fois, ça reste très accessible pour l'IA. On entraîne un modèle pour reconnaître les perroquets, pour reconnaître les guépards, les serpents, les aigles, les fougères. Puis on va avoir quelque chose qui va ressembler à une liste de ce que ça contient. Mais dans la pratique, si on parle entre humains, entre deux personnes, et qu'un enfant me demande qu'est-ce qu'il y a sur cette image-là, je ne vais pas répondre un perroquet, un guépard, un serpent, un oiseau, une rivière. Je vais répondre quelque chose comme une forêt, des animaux, la jungle. Mais c'est comme si nous, en tant qu'humains, on pouvait comprendre que la question implique un résumé ou une synthèse visuelle. Et ce genre de problème-là, même si c'est évident pour une personne, c'est assez difficile finalement pour une IA parce qu'on n'a pas l'objectif clair et bien défini, parce que finalement, il y a une partie de la question qui est implicite. Et si on voulait faire un entraînement, on n'aurait pas les règles et les objectifs qui sont constants parce qu'il faudrait définir qu'est-ce que c'est que résumer une image. Et en fait, c'est un travail qui est assez difficile à formaliser. Et si on ne peut pas le formaliser, on ne peut pas générer une fonction objective pour entraîner un logiciel à l'exécuter. Et de la même façon, ça va être difficile de trouver des images nombreuses avec des bonnes annotations où on a un résumé visuel de ce qui est montré par la photo plutôt qu'une liste de ce qui s'y trouve. Donc, on a un problème comme ça qui est difficile pour l'IA, même s'il n'est pas impossible, mais qui reste assez facile pour l'humain, parce que, ben, comme on a dit, on est capable de se parler, puis on est capable d'interpréter ce que la question veut dire et comment l'appliquer. Ben, la solution à ça, c'est ce qu'on appelle le crowdsourcing. C'est-à-dire que le crowdsourcing permet de résoudre un problème en le déléguant à un grand nombre de personnes qui ne sont pas nécessairement des scientifiques, ça peut être n'importe qui. Et si notre problème est plus facile pour l'humain que pour l'IA, ben à ce moment-là, ça devient un bon candidat à un projet où on délègue à un grand nombre de personnes, quitte à s'en servir pour entraîner des IA par la suite, pour que les IA soient plus aptes à résoudre le problème dans le futur. Pourquoi exactement on veut faire ça? Ben, il y a plusieurs raisons. Pour commencer, il y a l'aspect, comme on a dit, de compréhension, où on sait que les humains vont être capables de comprendre des non-dits, alors que si on essaie d'entraîner un logiciel à le faire, ça va être plus difficile. Il va falloir trouver un moyen de les formaliser, dans le fond, reformuler la question pour pouvoir la transformer en fonction mathématique objective. On a aussi une flexibilité et une intuition qui sont propres à l'être humain. Et dans le fond, ben, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'important, c'est de bien choisir la tâche. C'est-à-dire que si je vous disais, je vais faire une opération de crowdsourcing, et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des opérations mathématiques à des gens pour ensuite entraîner une intelligence artificielle pour apprendre comment faire des maths. Mais ça, évidemment, c'est un non-sens total parce qu'il n'y a rien dans les mathématiques, les opérations, même les multiplications de gros chiffres, qui utilisent des habiletés naturelles humaines et qui s'appliquent à un problème qui est difficile pour l'IA. Par contre, il y a des problèmes difficiles pour l'IA pour lesquels on utilise le crowdsourcing de manière quotidienne. Un exemple, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est beaucoup de choses. On peut le définir comme du crowdsourcing parce que c'est une encyclopédie participative. C'est un grand nombre de personnes qui se mettent ensemble à l'initiative de quelqu'un, qui est la personne qui a fondé Wikipédia, qui s'appelle Jimmy Wales, je pense. Et ben, dans le fond, cette personne-là a fondé un système qui regroupe un grand nombre de personnes qui résolvent un problème, qui est le problème de l'accumulation du savoir de manière vulgarisée. On a aussi des choses plus spécifiques, comme le Audubon Christmas Bird Count, qui est une opération annuelle qui se déroule aux États-Unis depuis 1900. C'est un exécutif d'une compagnie qui s'appelle Audubon, qui, autour de Noël 1900, s'est dit que c'était plus dans l'esprit de Noël d'aller se promener dans la forêt autour des fêtes et de compter les oiseaux au lieu de les chasser. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à ses amis, ses collaborateurs et ses subordonnés, pour le temps des fêtes 1900, d'aller compter les oiseaux au lieu de tirer dessus. Et il a pris des notes, et c'est devenu progressivement un comptage annuel qui existe encore aujourd'hui et qui est utilisé dans la plupart des calculs reliés à la classification du statut menacé
ou bien conservés de différentes espèces d'oiseaux aux États-Unis. Et ça fait quand même 124 ans et ça existe encore. Et c'est parti d'à peu près rien, quelques douzaines de personnes qui se sont dit qu'elles allaient prendre un break de la chasse. Et dans le fond, parce qu'il y a des gens qui ont participé à ça, qui se sont dit « Ah, c'est le fun », mais ça a explosé, c'est devenu quelque chose qui a des centaines de milliers d'oiseaux décomptés aujourd'hui. Il y a aussi de la science participative comme ça, c'est-à-dire la résolution des problèmes scientifiques. Là, c'est de la biodiversité par un groupe de personnes non scientifiques. Mais ça peut prendre d'autres formes, comme par exemple les CAPTCHA, les fameux trucs qui vous demandent est-ce que vous êtes un robot quand vous voulez visiter un site web. Ben ça, en fait, c'est utilisé pour entraîner des IA. Quand on vous demande d'identifier lesquelles des images concernent un feu de circulation, ben ça, en fait, on va s'en servir pour entraîner des IA à reconnaître des feux de circulation après. Et ce qui est particulier avec ça, c'est que vous n'avez pas le choix. Si vous voulez voir votre site web, vous devez indiquer où sont les feux de circulation. Et ça, en fait, c'est quand même une question que ça soulève au niveau éthique. Est-ce qu'on peut faire un projet de science participative où on résout un problème collectivement sans donner le choix aux gens de participer? Et c'est des questions qui sont encore aujourd'hui en suspens. Dans le contexte du CAPTCHA, la particularité, c'est qu'il faut quand même vérifier que c'est des humains pour des besoins de sécurité. Donc, si on peut faire d'une pierre deux coups, peut-être que c'est justifiable. Il y a des situations un peu plus claires, comme les Amazon Mechanical Turks, où on a une plateforme de microtransactions où on va directement payer des gens pour faire des tâches du genre. Donc là, encore une fois, vous allez identifier ça, c'est un feu de circulation, ça, c'est un poisson, ça, c'est une voiture. Mais vous allez être payé 7 sous, 4 sous, 8 sous pour le faire. C'est plus clair. Là, il y a un contrat entre la personne qui donne le projet et la personne qui le fait, mais ça amène quand même certaines difficultés. Au niveau éthique, par exemple, si on a un projet qu'on mène au Canada, ça crée un problème parce que qu'est-ce qu'on fait si on fait une recherche où le projet principal utilise des données annotées par des humains, mais que ces humains-là sont payés en bas du salaire minimum canadien si on agrège les tâches qu'ils complètent en 1 heure. Et là, à ce moment-là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la genre de science de sweatshop, et même s'il y a des impératifs financiers, c'est quelque chose qu'on devrait quand même essayer d'éviter selon des spécialistes des aspects éthiques des projets de crowdsourcing. C'est une position qui, selon moi, se défend. Et pour cette raison-là, nous, ce qu'on essaie d'explorer, c'est des méthodes alternatives où on pourrait vraiment avoir une participation pleinement volontaire et sans être compensé monétairement, qui soit compensé suffisamment bien pour qu'une personne veuille participer sans y être obligée. Et ça, on trouve ça dans le jeu vidéo. Parce que, collectivement, on passe à peu près l'équivalent de 5000 vies humaines par semaine à jouer à des jeux vidéo. C'est-à-dire que ça représente une ressource considérable, surtout si on s'interroge sur ce que c'est vraiment de jouer à un jeu vidéo. Parce que quand on joue à un jeu vidéo, que ce soit un jeu très axé sur les casse-têtes comme Tetris, ou que ce soit un jeu de type RPG où on incarne un personnage virtuel qui doit accomplir des quêtes ou résoudre des énigmes ou quelque chose, quand on interagit avec des personnages virtuels, qu'on leur parle, qu'on essaye de trouver ce qu'il faut faire, comment avancer dans le jeu, ce qu'on fait, ça reste de la résolution de problèmes. Et il y a des études en psychologie qui parlent du concept de flow, du concept d'immersion, où ce qui va motiver quelqu'un, ce qui va créer l'intérêt pour le jeu, c'est l'immersion. Et l'immersion est créée par un niveau suffisant de défi, de complexité. Et cette complexité-là, dans le fond, c'est que des problèmes qui sont présentés de manière agréable et amusante et qui sont au bon niveau de difficulté à être résolus, créent ce qui rend le jeu attrayant. Donc, si on pouvait adapter des problèmes scientifiques pour pouvoir rendre productives ces 5000 vies humaines passées par semaine à résoudre des problèmes, on pourrait puiser dans une immense ressource collective de résolution de problèmes qui est une forme d'énergie. Et ça, c'est un champ de recherche, le champ des jeux de sciences participatives, qui existe depuis une vingtaine d'années. Et on a notamment le fameux ESP Game. Donc, dans le fond, ce que vous voyez ici, c'est le jeu ESP Game qui a été créé par Von Hahn et Dabish en 2004,
À l'époque, en 2004, l'annotation d'images, comme dire est-ce qu'il y a un arbre sur cette photo, c'était très difficile à faire. On n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui, c'était très difficile. Et on avait aussi très peu d'annotation. On n'avait pas de base de données d'images où on avait une image puis ça disait ici il y a un mouton. On n'avait pas ça. Donc von Ahn et Dabisch se sont dit on va générer des annotations en transformant la tâche en jeu. Donc ici dans le jeu ESP, il y a deux joueurs qui voient la même image et leur objectif c'est d'utiliser des mots pour décrire l'image de sorte à trouver le même mot que l'autre joueur. Chaque fois que les deux joueurs donnent le même mot, ils reçoivent des points. Donc, au début, c'est facile. On peut écrire mouton, mouton au pluriel. L'autre joueur peut l'avoir aussi. Mais si on essaie d'avoir plus de points que ça, il faut essayer d'être plus profond. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui se dégage de l'image? C'est quoi qu'on voit? Est-ce que c'est des moutons qui se reposent? Est-ce que c'est des moutons qui voyagent? Est-ce qu'il y a du gazon? C'est quoi le contexte? Et là, on arrive plus proche de l'idée de décrire ce que contient l'image. Qu'est-ce que ça représente? Donc, dans le fond, ça permet d'utiliser, d'obtenir des annotations précises d'images. Et on peut même accélérer ce processus-là en ajoutant un troisième joueur dont le but est de bannir des mots. Par exemple, si les deux joueurs veulent accumuler des points et que le troisième joueur bannit le mot mouton, ils vont devoir être plus créatifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la ludification, c'est-à-dire l'ajout de particularités qui tiennent du jeu vidéo à des tâches scientifiques dans le but d'en faire des jeux de sciences participatives. Il y a une question quand même qui reste à ce moment-là, c'est comment on peut prendre ce type de jeu-là et aller chercher à la bonne échelle. Parce que cette approche-là est seulement utile s'il y a des gens qui jouent. Si je me casse la tête pour produire un jeu comme ça, puis qu'il y a 2 personnes qui jouent, j'ai perdu mon temps. Donc, comment on peut faire pour aller chercher des gens? Nous, dans notre laboratoire à l'Université McGill, on a réfléchi à 3 méthodes pour réussir à étendre la portée des jeux de sciences participatives. La première méthode, c'est au niveau du design. L'idée, c'est d'essayer au lieu de prendre une tâche, comme la notation d'image, et de rajouter un score puis une limite de temps, ce qui est une ludification, on s'est dit, et si on regardait des jeux qui réussissent, comme par exemple Candy Crush ou Tetris ou des choses comme ça, et qu'on essayait d'ajouter des éléments scientifiques, de transformer les données. Mettons, les données dans Tetris, c'est soit généré au hasard, soit généré par exprès pour rendre le jeu plus facile ou plus difficile, de manière à atteindre le bon niveau d'immersion. Mais si, à la place, on choisissait les données pour que les données fournies par le joueur quand il résout les puzzles puissent servir à résoudre des problèmes scientifiques. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le design jeu en premier. Une autre manière, c'est d'intégrer le jeu de sciences participatives comme mini-jeu à l'intérieur d'un jeu vidéo à grande échelle, de manière à pouvoir rejoindre les joueurs dans leur habitat naturel, parce que pour un laboratoire, c'est très difficile d'aller rejoindre les gens. Tout simplement parce que même si notre laboratoire à McGill faisait le meilleur jeu de l'histoire de l'humanité, notre capacité à dire aux gens « voici notre jeu, allez jouer » est extrêmement limitée. Même si on met ça sur Twitter, il y a 8 personnes qui vont le voir, ça va finir là. Par contre, si le jeu est présent dans un espace où il y a déjà des millions de joueurs de jeux vidéo qui sont le public cible, là, on va pouvoir réellement aller chercher ces gens-là et leur dire « Hey, venez jouer », puis on peut avoir un bouche-oreille si le jeu est vraiment agréable. Finalement, ce qu'on a observé, c'est que même si le fait que le jeu aide la science va amener des gens, ce n'est pas suffisant. Il faut quand même qu'on ajoute de la communication et qu'on ait un bon jeu. Mais juste le bon jeu, il y a tellement d'offres que c'est possible que les gens jouent un petit peu puis aient joué à d'autres choses. Mais si on peut donner l'impression aux gens que, en jouant, en s'amusant, sans faire de compromis avec la qualité du jeu, au niveau à quel point c'est amusant, ils pouvaient faire quelque chose de productif, donner l'impression qu'ils ne perdent pas leur temps à jouer, ça peut amener plus de gens. Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, le concept de jeu sérieux, et il y a un attrait pour ça chez les gens qui est réel. On a intégré ces 3 concepts-là dans le jeu Borderlands Science. Donc, Borderlands Science, c'est un mini-jeu d'alignement de séquences. Donc, notre objectif, c'est d'aligner des séquences ADN. Et pour ça, on donne une sorte de jeu de puzzle comme ça. Et le but du jeu est d'insérer les petites tuiles jaunes pour aligner les tuiles de différentes couleurs aux guides qui sont sur la gauche. Et en faisant ça, les joueurs vont corriger des erreurs qui auraient été faites par des algorithmes appliqués aux données brutes.
Et l'idée, en fait, c'est que ça s'appelle Borderlands Science parce que c'est intégré au jeu à grande échelle Borderlands 3, qui est un jeu qui a vendu plus de 10 millions de copies, si je me souviens bien, et qui est produit en partie au Québec, parce que c'est une collaboration entre l'Université McGill et le studio Gearbox Québec, qui a maintenant ouvert un studio à Montréal. Mais au niveau du mini-jeu de sciences participatives, la majorité du travail a été fait au Québec, ce qui est assez rare pour être souligné, surtout qu'on a pu le faire en français. Et ce jeu-là vise à résoudre le problème de classification du microbiome humain. Donc, je vais passer rapidement ici parce que ce n'est pas l'essentiel de la présentation, mais l'idée est que dans le corps humain, il y a à peu près la moitié des cellules qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à des organismes étrangers, qui sont pour la plupart des microbes qui nous veulent du bien et qui affectent fortement notre santé digestive. On a observé, par exemple, que quelqu'un qui avait une moins forte diversité des microbes dans l'intestin était plus vulnérable à des infections comme le C. difficile ou à certains types de cancers colorectaux. Mais si on veut pouvoir utiliser la diversité microbienne pour pouvoir faire des prédictions médicales, il faut pouvoir la mesurer. Et pour la mesurer, on peut utiliser la phylogénie. Donc vous avez à droite un arbre phylogénétique qui est un arbre qui sert à mesurer la similarité et la parenté entre des espèces existantes et disparues. Donc, dans le fond, par exemple, si je prends des baleines qui sont plus grosses que des microbes, mais le principe reste le même, on va les organiser avec les baleines à dents, les odontocètes plutôt en bas, et les baleines à fanon plutôt ensemble ailleurs dans l'arbre. Dans le fond, ça ressemble un petit peu au principe d'un arbre généalogique, mais c'est entre des espèces et on cherche un ancêtre commun, au lieu de partir d'un descendant commun pour trouver un grand nombre d'ancêtres. Donc, la phylogénie, quand on travaille avec des mammifères, c'est facile de comparer des caractéristiques morphologiques. Quand on travaille avec des microbes, c'est beaucoup plus difficile, surtout qu'il y a beaucoup de microbes du microbiome humain qui ne peuvent pas être cultivés, qu'on ne peut pas observer au microscope facilement. Donc, à ce moment-là, on dépend de notre capacité à faire des comparaisons par l'alignement de séquences. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de nous aider à aligner des séquences ADN qui proviennent de microbes du microbiome humain. Ces données-là viennent de l'Université de Californie à San Diego et ça vient de données collectées par des échantillons de sel auprès de 23 000 personnes. Donc, c'est quand même assez significatif. Ça est envoyé par la poste. Donc, dans le fond, vous vous inscrivez, ils vous envoient un kit et vous renvoyez le kit par la poste. C'est un peu élaboré, mais ça permet d'avoir des données qui sont très utiles. Mais c'est bien beau de parler de science et comme on disait, c'est utile de motiver les gens à essayer de participer à un projet scientifique, mais il y a quand même un défi qui reste au niveau de l'intégration. Parce que quand on travaille avec un jeu comme Borderlands 3, qui est un jeu de type shooter-looter, excusez-moi le terme technique, c'est un jeu où on joue un personnage virtuel avec des gros fusils, puis on se promène en se faisant attaquer par des nains masqués avec des espèces de machettes qui veulent vous tuer. Et là, vous devez vous promener et essayer d'éliminer les nains à machette, collecter des nouveaux fusils qui tirent plus vite sur les nains à machette, etc. C'est quelque chose qui se passe à une très haute vitesse. Vous êtes constamment en train de bouger, en train de vous activer. Et là, soudainement, on voudrait vous faire un jeu de puzzle. Ce qui est quand même un changement de vitesse assez impressionnant. Et il faut réfléchir à comment maintenir l'immersion des joueurs, parce que c'est l'immersion qui donne envie aux joueurs de jouer. Et comment on a fait ça? On a tout simplement intégré le jeu sous forme d'une machine d'arcade virtuelle. C'est-à-dire que le personnage contrôlé par le joueur humain à l'intérieur du jeu Borderlands 3 va passer devant une machine d'arcade virtuelle et le personnage virtuel peut jouer sur la borne d'arcade virtuelle au jeu Borderlands Science. Donc, il y a comme un deuxième niveau de virtuel qui est ajouté. Et la machine d'arcade fait du sens dans l'univers du jeu. C'est une machine qui a été conçue par un personnage en particulier, qui est un scientifique. Ça se situe dans son laboratoire. Et quand on joue, on interagit avec des personnages du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des personnages que vous aurez rencontrés dans le jeu Borderlands 3 qui vont vous parler pendant que vous résolvez des énigmes dans le jeu Borderlands Science. Et par exemple, si vous prenez trop de temps à résoudre un puzzle, un personnage qui n'est pas fin pourrait vous insulter en vous disant que vous n'êtes pas bon. Et ça, en fait, ça aide à maintenir le ton du jeu global et à maintenir l'immersion et à motiver les joueurs. Le résultat de ça, c'est que 90% des joueurs qui se sont approchés de la borne d'arcade ont complété le tutoriel plus une partie. Donc ça, pour nous, ça veut dire qu'on a réussi le défi de l'immersion et ça nous a permis d'aller chercher 5 millions de participants
pour à peu près 150 millions de parties jouées, ce qui est, à ce jour, la plus grosse initiative de ce type qui s'est faite. Généralement, les autres jeux de sciences participatives n'avaient pas l'opportunité de s'intégrer dans un jeu à grande échelle. Donc, ça s'arrêtait à peu près 300-400 000 participants. On a réussi à avoir 5 millions et ça continue à s'accumuler. Il y a encore quelques dizaines de milliers de personnes qui jouent à chaque semaine. Pour le contexte, le jeu est sorti en avril 2020. Donc ça, c'est des chiffres après 4 ans à peu près. Et ça, en fait, ça nous amène à réfléchir à ce qu'on a réussi à faire et c'est quoi les caractéristiques particulières du projet. En premier lieu, on a réussi à augmenter la similarité des phylogénies qu'on génère, c'est-à-dire l'organisation des espèces de microbes en fonction de la distance entre les séquences ADN. Celle de Borderlands, qui est en turquoise, est plus élevée et plus similaire à la référence que les méthodes alternatives d'alignement de séquences. Donc, on fait des meilleurs alignements de séquences. Et ça nous permet d'améliorer la classification du microbiome. Donc, on va avoir une meilleure idée de si le microbiome intestinal d'une personne est divers ou pas. Donc, si la personne est à risque de maladie, on va pouvoir savoir, au niveau des applications médicales, si on peut appliquer ce type de méthode-là pour faire des diagnostics. Et on va pouvoir appliquer ça à l'intelligence artificielle en entraînant l'IA sur les résultats des projets de sciences participatives comme celui-là. Donc, en somme, on a observé notre capacité à puiser dans la source d'énergie qui constitue la faim que les humains ont pour la résolution de problèmes dans un contexte ludique. On l'a intégré dans un jeu vidéo pour rejoindre plus de joueurs et on a conclu qu'avoir un design immersif, c'est-à-dire passer du temps à s'assurer que l'intégration est faite correctement, ça permettait d'obtenir un plus haut niveau de rétention des joueurs, ce qui fait la différence pour aller chercher des millions de personnes. Donc, ce projet-là est une collaboration. Donc, il faut absolument remercier les gens du laboratoire à McGill, le laboratoire de Jérôme Valdisful, qui est mon superviseur de doctorat. Toute l'équipe de Gearbox Software Québec, ça représente à peu près 25 personnes. Je ne vais pas toutes les citer. L'Université de Californie à San Diego qui a collecté les données. Et évidemment, Génome Québec, Génome Canada, le FRQ pour le financement. Et tous les joueurs de Borderlands Science. Ça conclut ma présentation. Merci beaucoup. C'est une belle présentation. Moi, je suis un entrepreneur dans l'agriculture, puis ça m'inspire énormément. Puis ça fait longtemps que je regarde le serious gaming comme un outil d'affaires, en fait. C'est comme un... Puis dans quel autre domaine? Comment tu verrais ça dans l'intégration dans un autre domaine de sciences que le microbiome, entre autres? Ça a été appliqué à beaucoup de domaines de biotechnologie. Pour le moment, c'est très centré sur la biologie puis la médecine parce que c'est des domaines qui attirent beaucoup les gens. Mais ça pourrait s'appliquer aussi, on l'a beaucoup appliqué aussi à l'astrophysique, en excluant les personnes qui parlent. Mais en théorie, ça pourrait s'appliquer à n'importe quel sujet où on est capable de mobiliser les gens sur leur intérêt. Mais dans le fond, n'importe quelle tâche de type clustering ou arrangement, trouver des patterns, identifier des éléments intrus, c'est toutes des situations d'application pour ce type de projet-là qui fonctionnent bien. Et en général, on s'est concentré sur le microbiome pour le moment parce que le microbiome est présent partout, c'est-à-dire qu'on fait présentement des études de microbiome du sol. On a le microbiome dans les personnes et aussi le microbiome dans l'environnement, comme par exemple pendant l'épidémie de COVID-19. C'était très important d'essayer de juger la complexité du microbiome qui se trouvait, par exemple, dans des salles de classe, pour essayer d'identifier dans ce virome et ce microbiome-là, il y avait quelle quantité de virus, des virus respiratoires qui circulent, des choses comme ça. Donc, dans le fond, les applications sont un petit peu n'importe quoi tant qu'on est capable, de trouver du financement du gouvernement, donc que ce soit une aire d'intérêt du gouvernement, et B, que ce soit une aire d'intérêt pour les gens, pour que les gens veuillent participer. C'est intéressant parce que moi, je vois le lien entre microbiome et microbiote des sols. Là. Je ne sais pas si le lien est très, très direct. Là. Oh. Puis je pense qu'il y a des possibilités. En tout cas, j'ai une grande ouverture à collaborer. C'est fantastique. Merci. I have to ask this question in English. Oh, that's completely fine. Great. So, video games have been crucial in GPU development, NVIDIA, and that parallel approach to computing.
but video games themselves are changing. So Roblox, use of Sephora, etc., etc. How do you think the changes in the nature of video games will also change the ability to capture and process information? So that's a very good question, and it's something we really think a lot about. One thing that I'm very thankful for this project is our ability to work directly with a real game developer, because they are very much following these changes in trends. And for example, if we're looking at, okay, so these days there are more and more games as a service that include multiple games, and it's more platforms that people join, like you said, with Roblox, and other games that are popular are more focused on open world and crafting, and things like Minecraft are very big. And we are very happy with these directions because it's a lot easier to integrate mini games in platforms or games as a service than it is in very narrative-driven games, as were very popular from like 2005 to 2015. So we're very much aware that there are contexts where games are very much suited for this kind of approach and contexts where they are not. So we're really playing with the fact that it's going in that trend right now to establish a trend so that it can function later if there's a pushback. Yeah, that's great. Thank you. Really Thanks. interesting. Thank you.